Sujet touchy, surtout en cette période préélectorale, mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut l'aborder afin d'éviter tout emballement ou tentation des extrêmes. We know the cycle in France. In the name of superior values, you have a community that is targeted over and over again with various... Cet homme que vous voyez à l'écran, c'est Omar Suleiman, l'un des imams les plus influents des États-Unis. Ces derniers mois, de nombreux dirigeants musulmans comme lui ont émis des critiques très dures à l'encontre de la France. No place like France is this most crystallized in terms of policy in a way that creates a frightening blueprint that we all have to be very careful of. Mais en Turquie, c'est allé jusqu'au boycott des importations en provenance de France. Alors pourquoi tant de dirigeants islamiques invectivent furieusement la France? Tout découle de la lutte contre le séparatisme islamique, une stratégie décidée par Emmanuel Macron. La France a un problème avec l'islam radical. Et soyons très clairs et précis, le problème c'est pas l'islam en lui-même, mais la radicalisation islamiste. On fait le point. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, un enseignant de collège français, a été décapité. Le meurtrier, un jeune homme de 18 ans, vexé par la décision du professeur de montrer des caricatures du prophète Mahomet en classe dans le cadre d'un débat sur la liberté d'expression. Depuis 2015, les attentats terroristes à caractère islamiste ont fait 250 victimes en France, dont les dessinateurs à l'origine de ces caricatures du prophète Mahomet. La société française s'en préoccupe et ça ne concerne pas que l'extrême droite. Dans leur ensemble, les Français considèrent le terrorisme islamique comme l'un des principaux problèmes auxquels la nation doit faire face avec la pauvreté, le chômage, la santé, l'environnement, l'immigration, le pouvoir d'achat, la délinquance, la sécurité routière, la précarisation de l'emploi, les impôts, etc., etc. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes et tous les terroristes ne sont pas musulmans. J'en tiens pour preuve l'État, l'IRA, les fractions armées rouges, les brigades rouges et même quelques interventions occidentales en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Mais ceux appelant au boycott de la France ne sont pas non plus des criminels appartenant à des organisations terroristes. Exemple, l'homme que l'on a écouté au début de cette vidéo a lui-même reçu des menaces de mort de la part de Daesh. D'ailleurs, l'Allemagne et les Pays-Bas ont aussi d'importantes communautés musulmanes, mais le cas de la France et de la Belgique sont particuliers. On ne vous parle pas seulement d'attaques terroristes. Il existe à Paris et à Marseille des quartiers problématiques où la relation entre les habitants et les forces de l'ordre est elle-même assez difficile. On parle de communautés radicalisées avec des enseignants qui n'osent pas s'exprimer librement dans les écoles publiques et des femmes qui ne peuvent pas s'habiller librement lorsqu'elles sortent dans la rue. Mais l'événement récent qui a traumatisé la société française, c'est la décapitation de Samuel Paty. L'exécutif a réagi en conséquence. Macron lance une répression contre le séparatisme islamiste dans les communautés musulmanes. Cette annonce a déclenché une vague de haine anti-française dans le monde musulman. Les présidents turcs et pakistanais en personne ont appelé au boycott. Pareil pour certains pays du Golfe. Des dirigeants religieux ont comparé Macron à Hitler ou au premier ministre indien Narendra Modi. Vous conviendrez que ces comparaisons sont légèrement excessives. Le gouvernement français a annoncé vouloir en finir avec l'islam radical, c'est-à-dire le terrorisme islamique, pas la pratique de l'islam en tant que tel. Personne n'a parlé de fermer toutes les mosquées ou de déporter les musulmans. Verrou d'ailleurs, vu qu'ils sont français. Cela dit, des questions émergent. Pourquoi la France a-t-elle davantage de problèmes avec l'islam radical que d'autres pays européens, comme l'Allemagne? Quelles étaient donc les propositions de l'exécutif et pourquoi tant de dirigeants du monde musulman se sont-ils emportés contre la France? Un retour en arrière s'impose. Le fils de Pierre s'appelle Ahmed. L'âge d'or de la France, c'était entre les années 50 et 60 et s'est prolongé jusque dans les années 70 avec ce que certains appellent le pompidolisme. L'économie tournait à plein. Du coup, les entreprises avaient besoin de main-d'œuvre et accueillaient les immigrés à bras ouverts. Cette main-d'œuvre ouvrière, elle nous venait du sud et de l'est de l'Europe, mais aussi des colonies françaises de l'époque, au Maghreb, en Afrique subsaharienne et des Antilles. Des pays comme l'Algérie et la Tunisie ont envoyé des millions d'hommes travailler dans les usines Renault ou Tefal. La France a été le pays qui a accueilli le plus de migrants à l'époque, 2,7 millions contre 2,3 millions pour l'Allemagne. Comme quoi, quand on veut accueillir des étrangers, on peut le faire. Une main-d'œuvre relativement qualifiée dont le français était la langue maternelle. Ils s'appelaient Jean-Marie, François, Roger, Pierre ou Alain. Ils ont épousé des Françaises. Ils étaient pleinement intégrés, à ceci près qu'ils étaient parqués dans des quartiers en périphérie des villes. À l'époque, les immeubles étaient flambant neufs et les conditions de vie correctes. Depuis, ça s'est un peu dégradé. C'est devenu la Tessie, la Hesse frère. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? 73, le premier choc pétrolier. The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon.
Cette crise a frappé la France de plein fouet. Le chômage est monté en flèche et toutes ces entreprises qui avaient accueilli des migrants à bras ouverts ont procédé à des licenciements massifs. Du jour au lendemain, les travailleurs immigrés ont cessé d'être les bienvenus en France. Et c'est alors que le gouvernement français a promulgué une nouvelle loi, à première vue très raisonnable, et dont les conséquences ont été lourdes. En 1978, la France adopte la loi sur le regroupement familial. Cette loi permettait aux immigrés français nouvellement nationalisés de faire venir leurs familles de leur pays d'origine. Cela a conduit à un nouvel afflux de migrants d'Algérie et du Maroc. Mais ce n'était plus une masse de travailleurs, mais des membres de leur famille, des enfants, des mères au foyer, comme le voulaient les mœurs de l'époque, et des personnes âgées. Bon alors, quel rapport avec la radicalisation islamique ? Avant 1978, les migrants n'avaient d'autre choix que de s'intégrer au pays qui les accueillait, se faire des amis locaux, trouver un ou une partenaire du pays et s'intégrer à la société française. Mais après 1978, les travailleurs migrants pouvaient épouser des femmes de leur pays d'origine qui restaient au foyer et s'occupaient des enfants. Il y avait de moins en moins de brassages et de mariages mixtes. Et pour rester en la caricature, les enfants nés de ces unions ne s'appelaient plus Pierre ou Jean-Paul, mais Ahmed ou Hassan. Contrairement à ce que certains semblent en penser, Zemmour, ce n'est pas un problème. Mais on commence à percevoir une nouvelle tendance dans le processus d'intégration de la deuxième génération d'immigrés avec une culture propre et que certains appellent du communautarisme. C'est pourquoi les premiers débats sur le port du hijab dans les espaces publics n'ont pas eu lieu dans les années 1960, mais en 1989. Car jusque-là, les Français n'avaient pas de problème avec l'islam radical. Le problème émerge à la fin des années 90. À cette période, la France commence à perdre en compétitivité sur les marchés mondiaux. Depuis 2000, les exportations nettes de la France n'ont cessé de baisser. Alors que l'Allemagne est devenue une superpuissance industrielle, la France a connu un déclin économique tout au long du XXIe siècle. Les conséquences ? La capitale, Paris, connaît un chômage structurel par opposition à conjoncturel de 8%. Chez les jeunes, ce chiffre atteint les 19% et le groupe le plus affecté, les descendants des immigrés maghrébins. Pierre et Jean-Paul ont trouvé du travail à l'usine, mais leurs enfants et petits-enfants Ahmed et Hassan sont au chômage. Quand un rouage se bloque, la loi de l'emmerdement maximal enfonce le clou. L'économie française est strictement réglementée, pour le meilleur et pour le pire. Et dans ce cas précis, c'est le marché locatif qui en a fait les frais. Pour ceux d'entre vous qui habitaient ou avaient habité à Paris, vous savez qu'il est quasiment impossible de trouver un appartement bon marché. Louer un appartement de 45 mètres carrés dans un quartier moyen de Paris coûte environ 1 200 € par mois. C'est à peu près pareil qu'à Munich, sauf qu'à Munich, le taux de chômage est de 2% contre 8% à Paris. Ça ne va pas être évident pour Ahmed et Hassan, sans compter sur la discrimination à laquelle ils vont devoir faire face. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. À 2 pas de la station Stalingrad, vous pouvez loger dans votre propre squat sans frais. Parc en plein air avec les meilleurs dealers de la ville. Des activités fun en famille. Et les plus belles mosquées salafistes financées par nos amis saoudiens. Votre nouvelle vie de merde vous attend dans ce quartier ultra attractif. Blague à part, que se passe-t-il réellement dans ces quartiers en question ? La séduction du radicalisme. L'idéologie ultra-conservatrice et ultra-religieuse de l'islam radical semble sortir tout droit du Moyen-Âge. Et pourtant, la plupart des islamistes radicaux en France professent l'idéologie salafiste. Le salafisme est né au XVIIIe siècle en Arabie Saoudite. Mais ce n'est que dans les années 1960 qu'il est devenu le courant religieux dominant dans ce pays. À cette époque, l'Arabie Saoudite était déjà une pétromonarchie. Et depuis lors, les revenus de la rente pétrolière financent la construction de mosquées et d'écoles islamiques à travers le monde. C'est pour cette raison que le salafisme gagne du terrain sur les autres courants islamiques. Par exemple, dans le cas de l'assassinat de Samuel Paty, son meurtrier venait de Tchétchénie. Traditionnellement, le courant religieux majoritaire en Tchétchénie, c'est l'islam soufi. Et ces dernières années, le salafisme y prend de l'ampleur. En ce qui concerne la France, en 2004, il y avait déjà plus de 5000 salafistes dans le pays. Ces salafistes étaient essentiellement concentrés dans les zones les plus pauvres. Ces mêmes quartiers dont on entendait parler dans ce genre de nouvelles. Émeute en France de migrants fumigènes au poing pour la 9e nuit consécutive. En 2005, la France a traversé des émeutes qui ont duré environ 3 semaines. Le point de départ, la mort accidentelle de Ziad Ebouna, 2 adolescents qui se sont cachés dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois pour fuir un contrôle de police. C'est un rappel des faits, pas une mise en cause de la police ou des victimes. Bilan,
3 morts et 8000 voitures incendiées. C'est à ce moment-là que la France a réalisé qu'elle avait un problème avec le salafisme. Alors il n'existe à ce jour aucun lien entre les émeutes et l'islam. Et dans la foulée des événements, de nombreux analystes ont tenté d'en faire le rapprochement. Finalement, comme certains chroniqueurs aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, voici la réponse que les autorités ont formulée. Le Conseil français du culte musulman crée un conseil théologique pour contrer les discours radicaux. La France a créé un organisme public pour échanger avec la communauté musulmane, ceci afin de contrer la progression de la radicalisation islamique dans le pays. L'objectif, la promotion d'un islam compatible avec la démocratie française. Mais certaines mauvaises langues considèrent que l'État français ne faisait que concevoir sa propre version de l'islam. Alors, est-ce que les résultats ont été probants ? Voyez par vous-même. Début 2005, la France comptait environ 5000 salafistes. En 2010, il y en avait plus de 12 000. Et aujourd'hui, on estime qu'il y en a entre 30 et 50 000. Sans parler des attaques terroristes dont la France a été victime. Sans ordre particulier, et désolé si j'en oublie. L'école juive et les militaires français à Toulouse. Les attaques de Paris, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, les attaques ciblant les membres de la communauté juive, le Bataclan, le Stade de France, les terrasses du bar du 11e arrondissement, Nice le 14 juillet, le couple de policiers assassinés devant leur enfant à Magnanville, le prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie, la gare de Marseille-Saint-Charles, le soldat Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame à Carcassonne, l'église Notre-Dame à Nice, le marché de Strasbourg et d'autres. Ok, alors quelles sont les solutions ? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment freiner la radicalisation. Mais s'il y a un sujet qui suscite la discorde sur la scène internationale, ce sont bien les politiques antiterroristes qui varient en termes d'approche et en intensité. En Arabie Saoudite, ont été créés des centres de déradicalisation qui imitent les méthodes de réinsertion des toxicomanes. Les terroristes y suivent des thérapies artistiques, des sessions de dynamique de groupe, etc. D'après le gouvernement saoudien, ce serait un succès. Mais en réalité, on compte plus de 50 cas d'individus prétendument déradicalisés qui ont par la suite commis des attentats. Certaines universités européennes et nord-américaines ont même réalisé des scans cérébraux pour comprendre comment déradicaliser un potentiel terroriste. La radicalisation et son pendant, la déradicalisation, sont des sujets si complexes qu'il faudrait une vidéo uniquement dédiée à ces questions pour en effleurer les enjeux. Revenons maintenant à l'objet de cette analyse et aux propositions d'Emmanuel Macron. La croisade contre le séparatisme islamiste. L'un des principaux instruments de la radicalisation, ce sont les mosquées radicales. Et la plupart de ces mosquées sont financées depuis l'étranger. Mais les comptes bancaires des organismes religieux sont beaucoup moins transparents que ceux d'une entreprise. Impossible donc de tracer avec certitude les origines de ces fonds. Comme les ONG, les organisations religieuses sont exonérées d'impôts. Elles ne peuvent donc pas faire l'objet d'enquêtes par le fisc. Autre obstacle, le salafisme n'est pas une religion hiérarchique. Il n'y a pas de leader spirituel, de pape, d'ayatollah suprême. Quand on dit que l'Arabie Saoudite a financé la construction d'une mosquée, on ne parle pas du gouvernement saoudien. Dans la plupart des cas, ce sont des financeurs privés. Il suffit qu'un groupe de millionnaires saoudiens transfère quelques fonds à des volontaires en France pour qu'une mosquée puisse être construite. Il est presque impossible de savoir où exactement a lieu la radicalisation islamique. Macron a donc proposé de créer un registre national sur tous les lieux de culte musulman. Ça permettrait de simplifier l'obtention d'informations comme la provenance des financements et la nature du courant promu. Et en plus de cela, Macron veut également faire interdire l'enseignement à domicile afin de garantir que tous les enfants français reçoivent la même éducation. La combinaison de ces différents éléments a été le point de départ des crispations avec les dirigeants des pays musulmans dont on vous parlait en début de vidéo. Les musulmans d'Europe sont traités comme les juifs avant la Seconde Guerre mondiale, selon Erdogan. Erdogan aspire à gagner en influence à travers le monde musulman. Cette déclaration va dans ce sens. Cette comparaison est complètement buesque. Mais Erdogan n'a pas été le seul dirigeant à critiquer Macron. Voici la réaction du président du Pakistan. Imran Khan demande aux pays musulmans de confronter collectivement la tendance à l'islamophobie dans les pays européens. Le président pakistanais est allé jusqu'à qualifier les caricatures de Mahomet de discours de haine. Selon Imran Khan, la liberté d'expression s'arrête au blasphème. Bon, l'accès à YouTube, TikTok et les sites pornographiques est interdit au Pakistan. Pour les leçons de liberté d'expression, on repassera. Alors oui, on peut penser qu'il s'agit d'un conflit de valeurs entre l'Occident et le monde musulman. Sauf que de nombreux dirigeants occidentaux sont partiellement d'accord avec le président pakistanais. Exemple, le pape François, quelques jours seulement après les attentats de Charlie Hebdo. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede. Ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma,
ma li aspetta un pugno. À nos yeux, à Diplomatrix, la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de blasphème, la satire, les caricatures et même les insultes adressées à une religion. Les groupes américains Slayer ou polonais Behemoth, mais aussi Marilyn Manson ont fait carrière en usant de ces libertés. Des films comme Les 10 Commandements n'existeraient pas sans cette liberté. Personne ne devrait avoir peur d'être tué pour avoir critiqué ou caricaturé une religion ou une idée politique. Il en va de même pour une orientation sexuelle ou une ethnicité particulière. Dans le genre, l'affaire Mila, une ado de 16 ans qui avait reçu des menaces de mort en 2020 pour avoir diffusé des vidéos insultantes vis-à-vis de l'islam au point d'être placée sous protection judiciaire. Alors certes, elle aurait pu y mettre les formes, elle a elle-même reconnu avoir été vulgaire. Mais de là à devenir une cible potentielle, cela dit, il serait bon de mettre de l'eau dans son vin. Erdogan et Imran Khan ont beau avoir été excessivement virulents, le plan de l'État français est loin d'être parfait. L'enregistrement des mosquées soulève des questions légitimes et le débat est ouvert. Pensez-vous que l'État français doit réglementer les religions? Est-ce que le plan de Macron contribuera à résoudre le problème du séparatisme islamiste? Laissez vos réponses dans les commentaires et n'hésitez pas si vous avez des suggestions, elles nous seront très précieuses. À la prochaine.